Vous écoutez RFI, il est 22h30 en temps universel, 23h30 à Libreville. Et la dernière édition d'Afrique Soir vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. À la une, le bras de fer entre pouvoir et opposition se poursuit au Gabon. Ce jeudi, Jean Ping, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis l'investiture d'Ali Bongo, a réuni ses partisans. Et sans surprise, il a une fois de plus rejeté la main tendue d'Ali Bongo, dont il conteste toujours la réélection. Et puis l'opposant Moïse Katumbi, reçu par la FIDH ce jeudi matin à Paris en présence de son avocat Maître Éric Dupond-Moretti pour évoquer entre autres la situation politique en République démocratique du Congo, alors que Kinshasa fait l'objet de nouvelles sanctions de Washington. Nous entendrons sa réaction. L'arrestation au Burundi d'un leader d'opposition, Gervais Nyongabo, président du parti Fedez Sangira, a été arrêté hier pour atteinte à la sûreté de l'État. Cette arrestation est une preuve supplémentaire de l'arbitraire qui règne au Burundi, nous dira le porte-parole des opposants en exil. À suivre aussi le début des travaux pour une nouvelle constitution et une 5e république au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a installé ce jeudi à Ouagadougou les membres d'une commission chargée de rédiger le nouveau texte fondamental. Au Gabon, rapport toujours tendu entre pouvoir et opposition. Depuis plusieurs jours, le chef de l'État, Ali Bongo, demande un dialogue avec ses adversaires, un appel qu'il a réitéré lors de son investiture. Hier, comme le veut la Constitution, le Premier ministre, Daniel Onaondo, a démissionné. Le président Bongo a nommé son successeur. Il s'agit d'Emmanuel Isozé Ngondé, ancien ministre des Affaires étrangères, qui accède donc à la primature. Dans le même temps, Jean Ping s'est de nouveau adressé à ses partisans. Sébastien Emmet, l'opposant, campe toujours sur ses positions. Et oui, à son domicile, devant les caméras et ses partisans rassemblés autour de sa piscine, Jean Ping est arrivé, sourire aux lèvres, en esquissant quelques pas de danse, attitude détendue. Mais dès qu'il a pris le micro à la tribune, le ton a changé. Il a de nouveau dénoncé ce qu'il appelle un coup d'état militaro-électoral du pouvoir. Il a affiché sa détermination à assumer ses responsabilités de président élu. Jean Ping a donc campé sur ses positions. Il ne reconnaîtra pas la victoire du président Ali Bongo, qui, dit-il, a les mains souillées du sang des Gabonais. Quant au gouvernement d'union proposé par le pouvoir, sans surprise, il l'a balayé d'un revers de main. Quel dialogue? Avec qui et dans quel but? Voilà quelqu'un qui a été désavoué par le peuple et battu par les urnes, qui demande à celui à qui il a volé l'élection de venir dialoguer avec lui. Il le demande de surcroît le revolver sur la tempe, les hélicoptères d'attaque et les mirages volants en basse altitude au-dessus de nos maisons. Nous n'irons à aucun dialogue sous l'égide de cet imposteur. Voilà donc des propos, Sébastien, qui contrastent avec ceux prononcés quelques heures plus tôt par le nouveau Premier ministre. Oui, Emmanuel Isozé Ngondé a confirmé que son équipe serait dévoilée dimanche. Il a déclaré que des contacts étaient en cours pour mettre en place une politique d'ouverture. J'ai été instruit de proposer un gouvernement largement ouvert aux forces vives de la nation, qui répondent aux exigences d'une république plus juste et plus solidaire. Les consultations y relatives sont en cours, vous vous en doutez bien, en particulier avec toutes les forces politiques du pays, ainsi qu'avec la société civile. Je vous remercie. Voilà, un dialogue rejeté donc par Jean Ping, qui appelle donc les Gabonais à une résistance active, Sébastien. Oui, pour lui, le peuple doit rejeter, faire obstacle avec la plus grande détermination à ce qu'il nomme cette nouvelle imposture. Pour lui, les victimes des violences ne doivent pas être mortes pour rien. Pour autant, il demande un engagement dans le respect des normes internationales en matière de démocratie et en accord avec l'éthique républicaine. Il a donc listé une série d'initiatives. Il a invité le peuple à observer le 6 octobre prochain une journée nationale de recueillement pour les morts et de compassion pour les familles endeuillées. Après l'appel d'Ali Bongo, Jean Ping a demandé aux Gabonais de se préparer à un dialogue national inclusif organisé à son initiative et selon des modalités qui sont à l'étude, a-t-il dit. L'opposant a dit que c'est à lui d'œuvrer en fait à cette réconciliation. Il a donc invité partis politiques, syndicats, religieux, forces vives, etc. à se préparer à se mettre autour de la table. Ainsi, j'invite tout le monde pour qu'on se mette autour de cette table, dit-il, pour jeter ensemble les bases du Gabon nouveau que l'on souhaite. C'est ce qu'il dit, un Gabon de justice, de vérité, de transparence et de bonne gouvernance. Sébastien Emmet, sachez que Jean Ping sera l'invité d'Afrique Matin ce vendredi au micro de Jean-Jacques Louarn. L'opposant Moïse Katumbi, reçu par la FIDH ce jeudi matin à Paris en présence de son avocat Maître Éric Dupond-Moretti. Selon ce dernier,
La rencontre a porté sur la situation politique en République démocratique du Congo après les violences du 19 septembre et la protection que la FIDH accorde à la juge Ramazani en exil pour avoir dénoncé les pressions qu'elle dit avoir subies pour faire condamner Moïse Katumbi à 3 ans de prison en juin dernier. À l'issue de la rencontre, Moïse Katumbi a réagi aux nouvelles sanctions américaines. Il s'en réjouit mais demande à l'Union européenne de faire de même. Je félicite les Américains et je félicite aussi les autorités européennes aussi. Je crois qu'ils doivent continuer à faire la pression, surtout prendre des sanctions, parce que les gens chez nous n'ont pas des armes. Nous ne sommes pas armés. Nous, c'est des marches pacifiques parce qu'on a besoin que le président Kabila puisse quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Vous voulez dire que les pressions américaines, ça ne suffit pas? Il faut aussi que la France, l'Union européenne prennent des sanctions? On dit l'union fait la force. Vous savez, il y a la résolution de l'ONU qu'on doit respecter. Et je crois que l'Europe aussi doit prendre les sanctions le plus vite possible pour sauver un peuple. On est à 80 millions. Aujourd'hui, si on laisse le massacre, comme on l'a fait, les gens qui sont en train de tuer, voyons voir après combien de personnes qu'on a tuées. C'est pourquoi je demande à l'Union européenne, à tout le monde, d'aider vraiment le peuple congolais. Moïse Katumbi au micro de Florence Maurice. Moïse Katumbi qui se dit toujours déterminé à rentrer à Kinshasa, mais dit-il, pour le moment, nous attendons le dialogue inclusif. Il y aura un deuxième dialogue et je vais rentrer au pays pour y participer. Et puis je rappelle que les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions visant 2 officiers supérieurs proches du président Joseph Kabila. Washington a dans la foulée ordonné le rapatriement des familles de diplomates et d'une partie du personnel de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Ce jeudi, le ministre congolais de la Défense a réagi vivement à ces nouvelles sanctions américaines. Il accuse Washington de chercher à armer l'opposition. En bref, au Congo-Brazzaville cette fois, le porte-parole de la police dénonce l'attaque hier d'ex-combattants ninja de l'ancien chef rebelle, le pasteur Ntoumi, contre un bus sur la route Kinkala-Brazzaville. Attaque qui a fait 3 blessés civils. L'ambulance qui devait les transporter vers la capitale a ensuite été attaquée par les mêmes combattants. Bilan, 3 morts. L'ambulancier, un policier et un militaire, affirme le colonel Monkala Tchummu. Selon lui, ce sont au total 4 membres des forces de sécurité qui ont été tués dans le pool depuis le début de la semaine. Et puis les opposants en exil du Sénared dénoncent l'arrestation de Gervais Nyongabo, président du parti Fedez Sangira au Burundi. Cette petite formation politique fait justement partie du Sénared. Gervais Nyongabo est l'un des rares leaders de l'opposition à ne pas avoir quitté le pays. Il a été arrêté hier dans le sud du pays et depuis ce matin, il est interrogé, nous dit-on, par les services de renseignement à Bujumbura, ce qui suscite évidemment l'inquiétude dans les rangs de l'opposition. Pour Pancras Chimpaye, le porte-parole du Sénared, cette arrestation est une preuve supplémentaire de l'arbitraire qui règne au Burundi. Je me dis que, comme tous les citoyens qui sont emmenés manu militari dans les cachots sinistres du service national de renseignement, il ne doit pas être en vacances. Il ne doit pas être en train de recevoir un massage. Il est en train d'être torturé, malmené. C'est le monde en l'envers, parce qu'en principe, on n'emprisonne pas pour interroger. On emprisonne quand la justice a déjà fait son travail. On n'emprisonne pas pour enquêter. Aujourd'hui, on est en train de torturer les gens à la documentation. On est en train de torturer les gens à la police présidentielle, juste pour leur arracher des aveux, les amener à désigner des boucs émissaires à abattre. C'est pour cette raison qu'au niveau du Sénared de Giliteka, nous sommes en train d'alerter le monde entier. Nous toquons sur toutes les portes afin que Gervais Nyongabo recouvre sa liberté. Pancras Chimpaye, porte-parole du Sénared, au micro d'Anne Kantner. Un universitaire et ancien dirigeant syndical rwandais recherché depuis 12 ans pour son implication présumée dans le génocide de 1994 a été extradé mercredi des États-Unis vers le Rwanda. C'est ce que rapporte ce jeudi le site internet du parquet général rwandais. Toujours à propos du Rwanda, Illuminée Iragena, une militante d'opposition, est portée disparue depuis 6 mois. Ses proches craignent qu'elle ne soit détenue illégalement, voire qu'elle soit morte en détention. C'est ce qu'indique ce jeudi l'organisation Human Rights Watch. Et puis 2 étudiants zimbabwéens arrêtés pour avoir critiqué le président Robert Mugabe lors d'une cérémonie de remise de diplômes universitaires à Harare. Ces brèves expressions de colère contre le président Mugabe, au pouvoir depuis 1980, s'inscrivent dans le mouvement de contestation qui agite le pays depuis quelques mois sur fond de profonde crise économique. Pour tenter de contrer la grogne anti-Mugabe, la police a interdit tout rassemblement dans la capitale pour un mois jusqu'au 15 octobre.
Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, je vous le disais en titre, a installé la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution. Le chef de l'État avait promis de doter son pays d'un nouveau texte fondamental après l'épisode de l'article 37 qui a conduit à l'insurrection populaire de 2014, avec à la clé la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. Dans le futur texte, l'accent sera donc mis sur un rééquilibrage des pouvoirs afin d'éviter que le président règne en maître absolu sur le pays. La commission a 60 jours pour déposer son avant-projet de la nouvelle constitution. À Ouagadougou, les précisions de Yaya Boudani. Composé de toutes les couches socio-professionnelles du pays, le président Roch-Marc Christian Kaboré a exhorté les membres de cette commission à mettre en avant leur sens des responsabilités, de la concertation, du dialogue et de la préservation de la paix, afin que l'élaboration de cette nouvelle constitution soit une autre victoire du peuple burkinabé. S'adressant aux membres de la commission, le président Kaboré a insisté sur le fait que le Burkina Faso a besoin d'institutions fortes qui survivent à leurs géniteurs et consolident l'unité nationale et la paix. Pour le président de la commission, les grandes lignes de la future constitution doivent répondre aux aspirations du peuple burkinabé. L'Afrique doit adopter des textes conformes à ces réalités et la loi fondamentale ne va pas déroger à cette règle, a précisé Alidou Ouedraogo. Face aux différentes turbulences vécues par les Burkinabés suite aux velléités de modification de l'actuelle constitution par l'ex-président Blaise Compaoré, Chrysogoun Zougmouré, président de la coalition contre la vie chère et par ailleurs membre de la commission, estime que l'élément essentiel sur lequel il faudra veiller est la séparation effective des pouvoirs, surtout le pouvoir judiciaire, car, souligne-t-il, si la justice ne fonctionne pas, les voies sont ouvertes à toutes les dérives possibles. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. 4 députés du Rassemblement pour le Mali, le RPM au pouvoir, ont quitté le parti pour rejoindre ce jeudi les rangs de l'opposition. Ils dénoncent la mauvaise gouvernance. Direction Dakar. Dakar où la société civile et les associations des droits de l'homme ont dénoncé ce jeudi les conditions de vie dans les prisons sénégalaises, notamment dans celle de Rebeuss, très vieille prison de la capitale où un détenu est décédé et tué par balle la semaine dernière lors d'une mutinerie. Tous ces acteurs de la société civile souhaitaient organiser un rassemblement populaire, mais ce rassemblement s'est transformé en conférence de presse. Explication à Dakar, Guillaume Diplo. C'était pas une conférence de presse qui était envisagée ici. Habituellement calme, c'est un Alioune Tine furieux qui a ouvert cette conférence de presse. Le responsable d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest ne digère pas l'interdiction de la manifestation. Argument de l'État, la crainte de troubles à l'ordre public. La question que nous posons, la liberté d'expression est toujours valide pour les autorités de l'État ou non? Malgré les annonces des autorités, notamment la construction d'une nouvelle prison, une nouvelle politique judiciaire, les griefs sont multiples. Amadou Ali Khan de la RADO. Selon que vous êtes riche ou célèbre, pauvre et anonyme, c'est pas le même traitement. Pour toutes sortes de maladies, mal de dents, aspirine, maux de ventre, aspirine, palu, aspirine, ça pose problème. La société civile a listé des propositions, notamment l'augmentation des juges, faire de la prison un lieu de réinsertion, mais avant tout l'augmentation des ressources financières. Seydi Gassama d'Amnesty International. Le garde des Sceaux a dit que l'allocation journalière est portée de 700 000 francs. Nous demandons qu'elle soit portée à 2 000 francs. Malal Talla du mouvement Y en a marre se bat pour réinsérer les détenus dans la société. Son message aux autorités est très clair. Finalement, on risque d'arriver à la politique de la bouche cousue. Taisez-vous, dans une nation qui se vante d'être un exemple de démocratie africaine, on est en train de reculer. Nous marcherons avec les ex-détenus, nous marcherons avec les parents des détenus, avec ou sans autorisation. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. 13 militants anti-esclavagistes mauritaniens qui ont fait appel de leur condamnation à des peines de prison, notamment pour usage de la violence, ont été transférés dans le nord du pays. Pour leurs avocats, il s'agit d'une manœuvre qui vise à compliquer le travail de la défense. Suite à la visite du Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj à Paris mardi, la France annonce la préparation à Paris d'une réunion qui se tiendra la semaine prochaine pour la réconciliation en Libye. Réunion en présence des représentants de l'Égypte, de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Qatar. Pour l'heure, aucune date précise n'a été fixée. Le Premier ministre libyen avait lancé la semaine dernière une initiative pour justement l'unité nationale. Des reproches ont été faits au gouvernement de Tripoli et à la communauté internationale pour avoir exclu des parties libyennes du dialogue national. Aujourd'hui, Mohamed El-Kadhafi, cousin de Muammar Kadhafi et dirigeant du Front de lutte national libyen, veut faire partie de ce dialogue.
Depuis la tribune des Nations Unies, M. El-Serraj avait appelé à une réconciliation nationale et à un dialogue entre les Libyens. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas d'exclusion ou d'injustice ou de marginalisation d'un parti de Libyens de ce dialogue. Nous avons immédiatement salué cette initiative. Nous soutenons le dialogue interlibyen et entre tous les partis. En ce qui nous concerne, exclure une partie des Libyens du dialogue durant cette période empêchera une réelle réconciliation. Celle-ci conduira au retour d'un tiers des Libyens qui sont déplacés actuellement, à libérer des milliers de prisonniers politiques. La réconciliation impliquera le retour à l'exercice de l'armée, de la police et d'autres appareils de l'État. Nous saluons le dialogue de Paris. Nous voudrons faire partie de ce dialogue et j'espère que l'on ne va pas répéter à Paris la même série d'erreurs qui ont été commises à Genève, à Tunis et à Skhirat au Maroc, là où nous étions exclus du dialogue. C'est notre pays et personne ne peut nous exclure du paysage ou de ce dialogue. Dans ce cas, nous n'aurons pas besoin des pays occidentaux qui veulent imposer leur gouvernement ou leurs hommes. Mohamed El-Kadhafi, dirigeant du Front de lutte nationale libyen, des propos recueillis par Ouda Ibrahim. À l'écoute de RFI, il est minuit 46 à Paris, Afrique Soir à suivre. Le journal des sports avec Antoine Grenier, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez, mais tout de suite l'invité de la rédaction. Le président soudanais Omar El-Béchir annonçait le 7 septembre que la paix était revenue au Darfour. C'était à l'occasion d'une rencontre à El Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, avec ses homologues du Tchad Idriss Déby et du Qatar, l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Nous déclarons à toutes les personnes au Darfour et au Soudan avoir rempli nos engagements, affirmait alors le Soudanais. Amnesty International publie ce jeudi un rapport sur l'utilisation par Khartoum d'armes chimiques dans la région du Djebel Mara, dans l'ouest du Darfour. Pour en parler, Jean-Jacques Louarn reçoit Yves Prigent, responsable du programme Responsabilité des entreprises et des États Amnesty International. On les écoute. Yves Prigent, bonsoir. Bonsoir. 30 attaques chimiques, dites-vous, depuis janvier 2016. La dernière date du 9 septembre. Absolument. Ce sont les informations que nous avons rassemblées dans le cadre d'un rapport qui fait état de nombreuses attaques perpétrées par le gouvernement soudanais dans la région de Djebel Mara au Darfour. Parmi ces attaques-là, une trentaine d'attaques utilisant des armes chimiques sont susceptibles d'avoir eu lieu. Alors quel est plus précisément le mode opératoire qu'utilisent les forces gouvernementales soudanaises ? C'est tout d'abord l'exclusion de toute présence étrangère ou l'interdiction d'accès à cette région-là, pour ensuite, sous couvert de lutte contre les factions rebelles du FLA Abdul Wahid, de procéder à des attaques, des destructions massives de villages. Environ 170 villages ont été concernés par ces attaques-là. Oui, 170 villages détruits en 8 mois. Hein. En 8 mois, tout à fait, avec la recrudescence de l'offensive qui a eu lieu depuis le début de l'année. Tous les moyens sont visiblement employés, de l'utilisation de moyens conventionnels à des bombardements utilisant des armes chimiques. Alors c'est la première fois qu'on évoque l'utilisation d'armes chimiques au Darfour. Initialement, notre objet, c'était pas forcément de faire état d'utilisation d'armes chimiques, et c'est en cours de recherche que nous sommes tombés sur des éléments concordants, des témoignages émanant de différentes sources, notamment de villageois venant de régions assez éloignées et qui tous avaient des rapports concordants, des descriptions concordantes sur ce qui s'était passé localement chez eux, sans que ces personnes-là se soient jamais rencontrées. Et vous avez recueilli de terribles témoignages. Effectivement, également des photos, des images, des vidéos qui nous permettent d'avancer ces affirmations-là, en tout cas ces suspicions, somme toute assez fondées pour établir l'utilisation d'armes chimiques, avec des descriptions absolument atroces de blessures abominables sur des enfants, des bébés et des adultes également. Alors vous parlez de suspicions donc fondées. Quelles ont été plus précisément les méthodes de travail pour recueillir toutes ces informations? Images satellites, témoignages, par téléphone? Nous avons fait une combinaison de ces différentes sources-là, puisque la grande difficulté, c'est le bouclage absolu opéré par les autorités gouvernementales. Donc nous avons fait appel à d'autres méthodes que la présence physique sur place, et donc notamment l'étude d'imagerie satellite, et puis après un accès par téléphone en particulier, avec toutes les victimes que nous avons pu entrer en contact. Plus de 200 personnes ont ainsi pu être interrogées par notre équipe de chercheurs. Et vous avez présenté ce huis clos terrible, ces informations recueillies, à 2 spécialistes des armes chimiques. Voilà, notamment les images qui permettaient d'appuyer les descriptions qui avaient pu être faites,
faites, notamment les descriptions d'explosions et ce qui suivait les explosions des munitions utilisées pour propager les agents chimiques, avec les descriptions de l'odeur, de la fumée, etc. Et les images venaient appuyer ces descriptions-là avec les effets cutanés en particulier, qui permettent d'attester que les agents chimiques auraient pu être utilisés à cette occasion-là. Ouais, je reprends le terme de huis clos. Dans ce huis clos, effectivement, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de journalistes, vous n'avez pas pu aller sur place. La région est complètement bouclée. Le terme de huis clos est absolument celui qui s'impose. Les Nations Unies elles-mêmes ont des difficultés pour pénétrer ou ne serait-ce qu'aller à proximité de cette région. Donc c'est vraiment un drame sur lequel le gouvernement soudanais veut poser une espèce de chape de plomb. Ce rapport est bien sûr transmis aux Nations Unies et vous demandez aux Nations Unies, donc au Conseil de sécurité, de mener son enquête, d'intervenir. Nous interpellons le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire pression immédiatement sur le gouvernement soudanais pour qu'on puisse lever cet isolement de la région et qu'on puisse mettre en place des missions de maintien de la paix dans la zone et permettre, ce faisant, toute organisation humanitaire disponible pour se rendre sur place pour porter assistance aux populations. Et par ailleurs, nous demandons l'ouverture d'urgence d'une enquête sur l'utilisation de ces armes chimiques. Et puis enfin, toujours au Conseil de sécurité, de garantir que l'embargo sur les armes qui prévaut normalement, qui s'impose à ce pays-là, soit réellement appliqué et étendu à l'ensemble du pays. Yves Prigent, merci. Voilà, Yves Prigent d'Amnesty International répondait aux questions de Jean-Jacques Louarn. Zéphirin Quadio. RFI, minuit 51 à Paris. Les titres de l'actualité hors Afrique. La Russie persiste et signe. Elle poursuivra ses raids aériens en Syrie malgré l'urgence humanitaire. Moscou assure n'avoir aucune intention de faire une pause dans ses bombardements en Syrie en soutien aux forces de Bachar el-Assad. Malgré les appels de toutes parts à cesser le déluge de feu à Alep, où la situation humanitaire, nous dit-on, est désespérée. Un train de banlieue a défoncé ce jeudi à l'heure de pointe une gare très fréquentée d'une ville du New Jersey près de New York. Le dernier bilan fait état d'un mort et de 114 blessés. Défaillance technique du système de freinage ou erreur humaine sont les hypothèses les plus souvent évoquées ce jeudi par les autorités comme par certains experts. Et puis des dizaines de chefs d'État et de responsables internationaux attendus ce vendredi à Jérusalem pour les obsèques de Shimon Peres. Parmi eux, et c'est tout un symbole, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Ce jeudi, ce sont les Israéliens qui ont rendu hommage à leur ancien président, prix Nobel et grande figure historique. Et place au journal des sports avec Antoine Grenier. Bonsoir Antoine. Bonsoir Zéphirin. Avant une large page football, on va démarrer avec du cyclisme et la 6e étape du Tour de Côte d'Ivoire remportée, on a envie de le dire, logiquement par un Marocain. L'étape d'hier avait échappé à l'équipe du Maroc. Elle a remis les pendules à l'heure aujourd'hui à l'issue des 97 km entre Yamoussoukro et Daloa. Un triplé, tout simplement. Victoire d'Abderrahim Zahiri au coude à coude avec son compatriote Mehdi El Chokri et 3 secondes devant Soufiane Hadi. Au classement général, Morcine El Kouraji conserve sa première place avec 1 minute et 3 secondes d'avance sur El Chokri. Isiaka Cissé, l'Ivoirien, conserve lui sa 3e place au général après une étape qu'il conclut au 4e rang. Cissé, trop seul pour pouvoir espérer une victoire aujourd'hui. C'est en tout cas l'avis de Roger Houpeau, l'ancien international de cyclisme ivoirien. Si c'est à lui seul, il ne peut pas tout sauver. 5 ou 6 coureurs contre lui seul. Moi, je dis que c'est un grand champion. Il a démontré individuellement, mais ça ne suffit pas. Il faut des gars pour l'épauler. Moi, je pense, comme si c'est aller à Nice pour se préparer, il faut qu'on prépare au moins 3 coureurs qui seront capables d'être en tête du peloton, quand même pour venir disputer au moins l'arrivée pour les étapes. Et même pourquoi pas le maillot. Si c'est à lui seul, moi je dis c'est difficile. À mon temps, je ne veux pas dire que Paul Roger lui seul gagnait. Non. C'est grâce aux coéquipiers, parce qu'il faut avoir une équipe homogène qui puisse te venir en secours pour pouvoir réserver un peu tes ressources, énergie, pour pouvoir te lancer vers la fin. L'équipe marocaine, elle est homogène. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est difficile de déstabiliser une équipe qui est homogène. Elles ont une compétition en jambes. Ils viennent d'un tour d'avenir de la France depuis 2 mois. Donc ils sont en verbe. On peut pas comme une équipe qui marche à 100% par rapport à une équipe qui n'est pas préparée juste pour 20 jours ou bien pour 1 mois. C'est difficile.
Roger Houpeau, l'ancien international de cyclisme ivoirien au micro d'Emmanuel Kofi. La bonne nouvelle du côté de ce Tour de Côte d'Ivoire, ce sont les 38 millions de francs CFA finalement reçus par les organisateurs de la part des autorités. Une subvention qui permettra à ce Tour de se terminer dans de bonnes conditions. Demain, 7e et dernière étape de ce Tour de Côte d'Ivoire, 92 km en ligne entre Daloa et Boisflé, puis un circuit de 3 km 800 à parcourir 4 fois. Et comme promis Antoine, une belle et large page football. On commence avec la Ligue Europa, deuxième journée de phase de groupe, pas de victoire pour les équipes françaises engagées. Saint-Étienne s'en satisfait de ce match nul arraché à la dernière minute grâce à un but de Nolan Roux, 1-1, score final contre Anderlecht. Et du coup, les Verts restent à l'affût dans leur groupe avec 2 points en autant de rencontres. En revanche, c'est la débâcle pour Nice, battu à nouveau cette fois par les Russes de Krasnodar, 5-2 en faveur des coéquipiers de Charles Caboret. Parmi les autres scores de la soirée, petite victoire de Manchester United et de l'Ivoirien Eric Bailly, 1-0 contre les Ukrainiens de Zorya. La Fiorentina s'impose, elle, largement 5-1 sur Karabakh, grâce notamment à un doublé de son attaquant sénégalais, Rouma Babacar. L'Inter de Milan de l'Ivoirien Hassan Youkouri s'est lui incliné sur la pelouse du Sparta Prague, 3-1. À retenir maintenant 2 nouvelles listes publiées ce jeudi en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et d'abord celle de la Côte d'Ivoire. Michel Dussuyer a officialisé les noms des 23 éléphants appelés à affronter le Mali lors de la première journée des éliminatoires. À noter la présence de Serge Aurier malgré la condamnation à 2 mois de prison ferme qui a frappé le joueur cette semaine. Le sélectionneur accorde donc sa confiance au défenseur du Paris Saint-Germain, tout comme il l'accorde à Wilfried Bony. L'attaquant de Stoke City en Angleterre effectue son retour en sélection. En revanche, pas de Salomon Kalou ni de Sédou Doumbia, ce dernier pourtant auteur d'un beau début de saison avec le FC Bâle en Suisse. Autre liste publiée, celle de l'Algérie. Milovan Rajevac qui a dû se passer de 2 éléments importants pour le match contre le Cameroun début octobre. Le défenseur Aïssa Mandi blessé et Nabil Ben Taleb suspendu. Le Serbe a fait appel à Mehdi Abeid qui effectue un bon début de saison avec Dijon. Il fait donc son retour chez les Fennecs. À noter également la première sélection de Shamseddine Rahmani, 25 ans, le gardien du Mouloudia Béjaïa, futur finaliste de la Coupe de la Confédération. Ce sera contre le tout-puissant Mazembe. Et puis de l'athlétisme pour finir avec le décès d'une personnalité malgache de la discipline. L'ancien sprinter Jean-Louis Ravelo Mananzo est décédé mardi à l'âge de 73 ans à Lyon. Spécialiste du 100 mètres, il avait représenté Madagascar aux Jeux Olympiques d'été à Mexico. C'était en 1968. Il avait même pris part à la finale, terminé à la 8e place avec un temps de 10 secondes 18. Le sprinter détenteur du record de Madagascar du 100 mètres qui tient toujours à l'heure actuelle. Merci Antoine Grenier. Fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination Bernard Najotte, assisté de Cécile Périllard, à la réalisation Wafanour. Merci à toutes et à tous. À suivre les meilleurs moments d'appel sur l'actualité, c'est le zapping. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Au Gabon, après sa réélection contestée, Ali Bongo appelle toutes les forces vives de la nation à dialoguer, mais son rival Jean Ping rejette cette main tendue. C'est l'heure du zapping. Écoutez vos réactions, c'était ce matin sur RFI. Il y a eu une élection présidentielle qui s'est passée le 27 août et on a assisté à la fin à une grosse mascarade de la Cour constitutionnelle. Tous qui ont voté pour l'alternance estiment que notre vote doit être rétabli. Il faut que la vérité des urnes soit imposée ou contrainte. Ce que fait Jean Ping, c'est qu'il entend réclamer le vote de ses électeurs. Les Gabonais ont choisi depuis 1990 au multipartisme et malgré les nombreuses élections, on n'a jamais pu avoir la vérité des urnes. L'opposition gabonaise détient la légitimité de la moitié des suffrages, ce qui n'est pas rien. Je ne vois pas quel serait leur intérêt aujourd'hui à faire la politique de la chaise vide, d'autant plus que le calendrier électoral politique gabonais nous emmène à des élections législatives dans 3 mois et je trouverais malheureux qu'ils renouvellent l'erreur passée, c'est-à-dire en 2011, ils avaient boycotté les législatives. Le Parlement actuel, il n'y a même pas d'opposants. C'est un Parlement qui a acquis à plus de 95% au PDG parce qu'ils ont boycotté. Je pense que la meilleure solution est de prendre acte que la réalité du pouvoir et de discuter avec Ali Bongo pour faire un gouvernement d'ouverture.
Le dialogue est nécessaire parce que de toute façon, pour nous, l'élection présidentielle est terminée. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui s'appelle Ali Bongo Ondimba, qui a été élu, qui a été investi et reconnu aujourd'hui par la communauté internationale. Je pense qu'il faut tourner la page. Maintenant, le président élu tend la main pour le dialogue. Ce dialogue a été sollicité par l'opposition. Alors aujourd'hui, refuser ce dialogue sous prétexte qu'ils ne reconnaissent pas Ali Bongo, etc., je pense que c'est vraiment faire de la politique de la terre brûlée. Bien entendu que je comprends la position de l'opposition gabonaise. Ali Bongo appelle au dialogue les candidats malheureux. Mais Ping n'est pas concerné par cet appel parce qu'il a été élu, lui. Là, le dialogue ne concerne plus Ali et Ping, mais plutôt le peuple gabonais soucieux du respect de sa voix et de sa vie. Et on se retrouve demain à 8h10 TU pour la libre antenne. Vos réactions sur l'actualité de votre choix, 33 9 693 693 70. Participez au prix découverte RFI 2016. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur RFI.fr et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur RFI le 4 novembre pour la désignation du lauréat 2016. Le prix découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM, l'UNESCO, UBiz News et Deezer.